Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui ensemble pour discuter des indicateurs colorés et de leur utilisation pour déterminer le point d'équivalence d'un titrage. Nous sommes donc dans le livre de Mme Tournier, la page 92-93, mais surtout, allez voir la section 4.1.2, quelques pages plus loin, à la page 97. Pour vous ramener à ce qu'on avait fait précédemment, un titrage entre un acide et une base. Par exemple, si on place un acide en bas dans un bécher, dans un Erlenmeyer, et qu'on ajoute à l'aide d'une burette une base NaOH. Les deux vont réagir ensemble, vont se neutraliser, et très souvent, on ne connaît pas la concentration ou la masse molaire de l'acide en bas, mais on connaît la concentration de la base en haut. On va ajouter à suffisamment de base pour neutraliser tout l'acide, et juste assez de base pour neutraliser tout l'acide, et à ce moment-là, on arrive au point d'équivalence lorsque la quantité de base ajoutée est égale à la quantité d'acide qu'il y avait à l'intérieur. On peut déterminer le point d'équivalence d'un titrage acide-base de deux façons principales. En plongeant une électrode de pH, comme vous avez rencontré par exemple parfois au labo, où la mesure de l'électrode nous donne directement le pH de la solution en tout temps. Si on fait un graphique du pH en fonction du volume de base ajouté, on peut obtenir un graphique qui montre une partie verticale très droite, si on a beaucoup de points sur cette droite-là, et la partie verticale, c'est la partie de virage, c'est-à-dire la partie du point d'équivalence. Le point d'équivalence étant au centre de cette partie verticale-là, par exemple. Et on peut lire le volume de base ajouté au point d'équivalence sur l'axe des X, le volume de base. En sachant ça ici, que cette zone-là est un point d'équivalence, on peut trouver le volume de base ajouté. Si vous n'êtes pas équipé d'une électrode de pH, vous pouvez aussi trouver le volume de base ajouté au point d'équivalence. Et vous allez pouvoir le faire en utilisant une substance qui vous indique que vous êtes rendu au point d'équivalence et elle vous l'indique en changeant de couleur. Comment ça fonctionne? Eh bien, il y a des substances qui vont changer de couleur dans une certaine zone de pH. On peut retrouver ici, par exemple, de 4 à 6 ou de 6 à 8. Lorsqu'on les met en solution et qu'on change le pH de 6 à 8, elles ont des formes qui ont des couleurs différentes selon que le pH soit acide ou basique. Ces substances-là, on les appelle des indicateurs colorés et on les a trouvés dans la nature. C'est des substances qui ont des structures différentes selon l'acidité des solutions et elles ont des couleurs reliées à leur structure. Je vous invite à aller à la page 97 de votre livre de Mme Tournier, par exemple ici, à la section 4.1.2, où on vous montre justement la structure d'un indicateur que vous connaissez, parce que vous l'avez déjà utilisé au laboratoire, la phénolphtaléine. La phénolphtaléine a la structure suivante, avec les intersections de chacun des cycles ici étant des carbones avec des hydrogènes qu'on ne dessine pas, car elles sont cachées. En chimie organique, on simplifie beaucoup les structures qu'on montre. Et on s'aperçoit que cette forme-là ici, si c'est la forme acide, et qu'on la place dans une solution qui est soudainement devenue légèrement basique, parce qu'il y a un petit peu plus de base ajoutée que l'acide présent en solution, eh bien, elle perd cette structure-là, ou cette molécule-là, deux hydrogènes, donc 2H+, sur les oxygènes, qu'on appelle les phénols. Donc, les phénols et la partie centrale, phtaline. On se rend compte que la structure ici résultante, donc la base conjuguée de l'acide, est différente et les électrons, les doubles liaisons, sont distribués différemment. Cette structure-là absorbe la lumière de façon différente de la première et donc elle est colorée différemment. On a choisi cette molécule-là car elle répond à une différence de pH comprise entre certaines valeurs acides et basiques et quand elle change de couleur, cette molécule-là, elle nous indique que le pH a aussi changé de façon très rapide. Je nous ramène à notre détail. Et donc, la phénylphtaléine peut changer ici de couleur entre un pH et un autre. Et quand elle se fait très rapidement, quand ce changement-là est très rapide, eh bien, on s'aperçoit qu'on est au point d'équivalence. Pour que la phénylphtaléine ait un changement de couleur, elle passe de incolore, de la partie acide, la couleur basique, elle est rose violacée, et on peut indiquer l'indicateur par analogie avec H acide et base conjuguée A-, eh bien H indicateur et indicateur moins pour la partie basique. Il y a tout un bout de théorie ici qu'on n'a pas besoin de voir nécessairement, que vous n'avez pas besoin de retenir, mais qui nous explique que lorsqu'on a un acide qui est en fait un indicateur et qu'on le place dans l'eau et qu'il réagit avec ce qu'il y a dans l'eau pour donner sa base conjuguée indicateur moins plus H3O+,
eh bien la constante d'équilibre elle est marquée ici. Elle est exprimée ici. Et selon le pH de la solution, eh bien, à cause de la constante d'acidité de l'indicateur qui existe et qui est tabulé, le ratio de l'indicateur sous sa forme basique et l'indicateur sous sa forme acide va changer. Quand on réarrange cette expression-là, pour placer le ratio forme acide, forme basique, eh bien, on voit que, dépendamment du pH de la solution, le ratio sera vraiment différent. Lorsque la quantité acide est 10 fois plus grande que la quantité basique pour la phénylphtaléine, on a la couleur qui correspond à la forme acide de la molécule. Si c'est le contraire, la quantité acide est au moins 10 fois plus petite que la quantité basique, on obtient à l'œil nu la couleur basique, la forme basique de l'indicateur. Et donc, c'est important d'en avoir suffisamment plus d'une couleur que d'une autre, donc 10 fois pour chaque forme, pour que l'œil le voit. En résumé, pour qu'un indicateur coloré nous renseigne sur le point d'équivalence, il faut qu'il change de couleur, cet indicateur-là, seulement dans la partie verticale. Parce que s'il change de couleur dans la partie qui est ici, au-dessus ou en dessous, dans la partie courbée, eh bien à ce moment-là, on ne saura pas quel volume correspond à cette courbe-là. S'il change complètement dans la zone de virage de l'indicateur, tel que montré par la zone rouge ici, eh bien on est dans la partie verticale qui ne correspond pas à un volume différent en bas. C'est toujours le même volume de je ne sais trop combien ici selon l'axe, mais peu importe qu'il change ici, là ou là, c'est le même volume sur l'axe des X de base ajoutée. C'est vraiment important que l'indicateur soit bien choisi. Si vous regardez dans votre livre aussi, le livre de Mme Tournier, à la page 93, vous allez avoir dans le tableau 2.4, pardonnez-moi, dans le tableau 2.4, vous allez avoir un recueil, un tableau qui montre plusieurs indicateurs et leur zone de virage sur une échelle de pH de 0 à 14. On voit que les indicateurs ont des zones de virage plus ou moins grandes selon les molécules. La phénylphtaléine, par exemple, change de pH, de couleur, d'incolore à rose violacé entre 8 et 10 de pH environ. Vous allez peut-être choisir au laboratoire quelque chose qui est entre 6 et 7.6, le bleu de bromothymol, ou encore entre 8 et 9.6, le bleu de thymol. Toutes des structures différentes qui ont des constantes d'acidité différentes et donc qui changent de couleur de façon différente. À bientôt.